Écoutez, merci, très heureux d'être avec vous ce matin au Mans. Un grand merci à Miguel Jean, à Aurélien Dutier de leur invitation. Je voudrais évidemment saluer tous les participants, avec un petit clin d'œil particulier évidemment pour les anciens collègues hospitaliers qui sont présents aujourd'hui. Merci de passer le bonjour à mes anciens collègues directeurs d'établissement. Et puis, je compte sur le représentant de l'ARS pour faire un petit clin d'œil à Jean-Jacques Coiplet, avec qui j'ai échangé la semaine dernière encore sur ce sujet. Merci d'avoir porté cette session. Un petit remerciement plus particulier également à Vincent Porte, qui a accepté de faire le switch d'intervention, puisque malheureusement, je dois vous quitter un petit peu plus tôt. Donc, je compte sur vous collectivement, comme je pars en avance, pour saluer ceux qui sont arrivés en retard, de ma part. Écoutez, merci de ce petit message, merci de la présentation. Je voulais vous dire qu'effectivement, le parcours que j'ai eu est très imprégné de terrain sanitaire, mais qu'il a commencé quand même dans le secteur des tech. J'avais fait un DEA de technologie d'information et de la communication il y a 16 ans, à l'époque où ce que j'ai appris de programmation en COBOL était en COBOL, donc autant vous dire que c'est absolument périmé, mais vous avez derrière Vincent qui va vous parler de technologies plus à jour, donc je compte beaucoup sur lui pour ça. L'autre aspect, c'était que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Claude Kirchner, qui est le président du conseil d'éthique d'INRIA, le groupe de travail qui a été mandaté par le Comité consultatif national d'éthique pour préparer ce volet éthique du numérique et de l'IA dans la révision bioéthique. Et que je dois saluer le rôle qui a été joué par les espaces éthiques régionaux dans la mise en place de cette réflexion autour de l'IA en santé, dans un contexte évidemment particulier, puisque, comme vous savez, le CCNE a formalisé ses recommandations issues de votre travail collectif dans l'avis 129, mais aussi dans le rapport dédié sur le numérique et l'IA qui a été publié au mois de novembre. Et on est effectivement un jour particulier, puisque depuis hier, on connaît le contenu de l'avant-projet de loi de révision bioéthique. Et en fait, la matière que vous avez polie d'une certaine manière depuis presque 18 mois maintenant et directement, après indirectement, le cœur de ce que l'on sait du projet de loi bioéthique. C'est pour moi un message important, parce que ça a montré que vraiment sur ce sujet-là, peut-être sur d'autres aussi dans la révision bioéthique, mais vraiment sur ce sujet-là, IA numérique, le corpus d'idées que je vais présenter est vraiment partagé avec vous. Il y a une vraie démarche citoyenne académique sur ces sujets. Je voulais vous présenter quelques cas d'usage d'abord, parce qu'effectivement, quand on parle de d'IA en santé, il faut, je pense, tout de suite être dans des exemples très concrets pour vous faire prendre conscience de l'idée qu'on n'est pas sur quelque chose de fictif et qui est déjà opérationnel. Je vais en prendre quelques exemples sans chercher à être exhaustif, pour vous dire que quand on regarde les choses vues de l'ophtalmologie, la technique la plus mature, ça vous le savez sans doute déjà, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. Vous prenez une image numérique, un scan, un IRM, et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître dessus la présence ou l'absence d'un signe pathologique. Et cette technique est déjà opérationnelle en ophtalmo sur le diagnostic de la rétinopathie diabétique, qui, comme vous savez, est une pathologie à spectre large puisqu'elle concerne 50% des patients atteints de diabète de type 2, sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je sais que vous allez beaucoup parler de questions de vieillissement aujourd'hui. Voilà un diagnostic déjà au point, et sur le glaucome. Ça, c'est le premier cas, apprentissage machine par reconnaissance d'image, dont vous comprenez bien que ça s'applique évidemment en radiologie, mais aussi dans des spécialités plus inattendues comme l'ophtalmo. Et la deuxième technique d'IA en santé, peut-être moins mature, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'IA de pilotage épidémiologique. Vous prenez des données de santé sur un territoire déterminé et vous allez entraîner un algorithme à les reconnaître pour en déduire des mesures de prévention ou des actions en réponse à des priorités de santé publique sur un territoire déterminé. Troisième exemple ou troisième cas d'usage, encore moins mature, l'IA qui va permettre d'aller chercher plus profondément des signaux pathologiques qui ne sont pas perceptibles a priori. Vous êtes patient, vous allez voir votre médecin pour un symptôme déterminé, et en fait, le pilotage algorithmique va faire émerger des polypathologies, des facteurs de complexité associés qui influeront sur le cours du traitement qui est proposé. Deuxième exemple, sur l'ophtalmo, il y a un message important, à vrai dire un message majeur, c'est que sur ces enjeux éthiques de l'IA, le message central qui a été passé par le comité d'éthique, c'est que le risque éthique principal,
associé à l'IA et au numérique en santé, c'est qu'en fait, il n'y en a pas assez. Ou pour vous le dire autrement, il ne serait pas éthique de continuer à vivre avec toutes les non-qualités et les sous-efficiences qui existent dans le système et qu'on pourrait éviter avec plus de numérique et plus de pilotage par les données. Si vous voulez, on pourra avoir une discussion un peu sur ça tout à l'heure. Moi, je l'ai vécu très concrètement. Vous avez rappelé mes fonctions de DG du CHU de La Réunion dans ce territoire sur la question de l'insuffisance rénale chronique, où on a été amené à émettre un lancement d'alerte sanitaire sur la situation d'un offreur de soins avec une association de patients insuffisants rénaux chroniques. Le sujet a été médiatisé, assez fortement médiatisé. C'est une situation qui aurait pu ou qui aurait dû être évitée par plus de pilotage par les données avec, vous connaissez, ces effets distorsifs du modèle économique actuel de l'insuffisance rénale chronique qui conduit à bloquer certains patients en centre lourd de dialyse alors qu'ils pourraient être pris en charge chez eux ou greffés. C'est un exemple prototypique de sujet qu'on pourrait éviter par plus de pilotage par les données. Donc le message essentiel, c'est ouvrons-nous à l'innovation et ne surréglementons pas l'IA et le numérique en France, sinon il y a des effets retour. Donc, vous voyez, dans le champ de l'ophtalmo, cet algorithme IDXDR qui a été labellisé par l'Agence de sécurité sanitaire américaine en avril 2018. Donc ça veut dire que très concrètement aujourd'hui, un patient français qui va chez son médecin traitant, qui lui diagnostique un risque de rétinopathie diabétique, le médecin traitant peut lui dire écoutez, s'il est au Mans, je connais très bien l'ophtalmo du coin, je peux vous proposer un rendez-vous dans 3 à 4 mois. Ou alors, plan B, je vous donne le cliché de fond d'œil et vous allez envoyer un mail à IDXDR. Et vous voyez bien le point de tension que ça crée. Un point de tension éthique d'abord parce que la FDA américaine garantit la solution IDXDR, mais je ne suis pas allé vérifier la qualité des données traitées ni des process éthiques. Est-ce que les données collectées ont été recueillies avec le consentement des patients qui ont entraîné l'algorithme ou pas? Et deuxième élément, vous avez bien compris que ce type d'exfiltration de nos données de santé génère un effet retour sur le principe de solidarité de notre assurance maladie, parce que ceux de nos concitoyens qui pourront avoir accès à la médecine algorithmique hors du territoire européen, c'est ceux qui en auront les moyens. Donc, vous voyez, il y a bien un enjeu éthique à ne pas surréglementer l'innovation, à s'y ouvrir pour développer ces solutions dans le cadre français et européen. Dans le champ du cancer, on a toute une efflorescence de solutions. Alors, je ne les détaille pas, mais vous voyez, c'est la même technique. On retrouve les mêmes notions, l'apprentissage machine par reconnaissance d'image sur le mélanome, sur les questions de ganglions lymphatiques, et des techniques déjà au point sur la précision dans le contourage des rayons en radiothérapie pour mieux cibler les tumeurs et éviter des irradiations qu'on pourrait éviter. Ces travaux également dans le champ de la coloscopie qui ont été menés au Japon. Je vous ai parlé du mélanome. Alors, les Américains communiquent beaucoup, les Chinois un peu moins, mais ils font des grosses bases de données. Et j'ai eu l'occasion de voir celle de Shanghai, qui tourne sur 30 millions de patients. Autant vous dire qu'avec cette échelle-là, on a une puissance de fiabilisation des algorithmes qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire en France. Petite parenthèse d'ailleurs, on dit souvent que la France a de très bonnes bases de données, c'est vrai, et c'est faux. C'est vrai pour la partie médico-administrative, on a une des bases de données les plus profondes au monde pour la donnée de remboursement, la base de données d'ACNAM. En revanche, les données cliniques, les scans, les IRM, sont entre les mains des professionnels libéraux ou dans les entrepôts de données de nos établissements de santé. C'est précisément une des vocations du Health Data Hub, cette plateforme nationale de données de santé qui est en cours de constitution, que de surmonter cette partition entre la donnée médico-administrative et la donnée clinique. Je précise, Monsieur Gruson, que cet après-midi, nous aurons un focus sur ce sujet à Nantes. Donc mesurez bien l'enjeu, c'est surmonter cette rupture entre la donnée de remboursement et la donnée clinique. Et c'est majeur, comme vous l'avez compris, pour entraîner des algorithmes de diagnostic. Ça ne veut pas dire que le fait que l'innovation se développe ailleurs, qu'on n'ait pas de champ de compétitivité. En fait, le champ de compétitivité de la France, il est sur la médecine d'excellence. Avec des belles startups positionnées dans le champ du cancer, comme par exemple Therapixel, qui a mis au point une des meilleures solutions au monde de reconnaissance d'images en mammographie. Et de la même manière, on a de très beaux projets qui ont été mobilisés dans le champ de l'immunothérapie, qui, comme vous le savez, est un des principaux facteurs ou vecteurs de renouvellement de l'oncologie aujourd'hui. Et puis, un petit mot sur le vieillissement, pour vous dire que je crois beaucoup au développement de la médecine algorithmique dans ce champ, pour nous aider à surmonter ce qui, je pense que vous en avez tous conscience, c'est une des fragilités lourdes de notre système, cette partition entre le champ sanitaire et le champ médico-social, qui conduit en fait à fracturer
les parcours de prise en charge des personnes entre des univers juridiques différents. Là, l'IA permettra des approches plus transverses, plus centrées sur les besoins des patients, et avec en réalité toute une série de cas d'usage déjà très concrets. Vous connaissez peut-être ces petits robots Naozora qui se diffusent dans nos EHPAD, qui font de la stimulation neurocognitive, mais aussi de la stimulation physique pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson. Et puis ces travaux plus fondamentaux, comme ceux menés par l'Institut du cerveau et de la moelle, pour modéliser le cerveau vieillissant et ses processus neurodégénératifs. Et puis il y a des choses beaucoup plus concrètes encore, ces objets connectés, comme cette montre de ci, de là, qui est en fait une montre multidirectionnelle pour aider les personnes âgées à s'orienter chez elles quand elles sont en perte de repère. Un petit mot enfin sur la biologie. J'y crois beaucoup à l'IA en biologie, en fait pour plusieurs raisons, parce qu'on est en train de franchir une nouvelle étape d'automatisation de la biologie, ce qui vous permet d'ailleurs de mesurer que le mouvement n'est pas récent. Mais là, ce qu'on automatise, c'est l'image au bout du process de diagnostic biologique, les images de cytologie, les steaks de parasitologie, et ça permettra d'avoir accès à des examens biologiques aussi plus près de chez soi, dans le cadre du déploiement de la biologie délocalisée. Puis la donnée biologique, c'est une donnée de synthèse. À partir d'un compte-rendu biologique, on peut savoir beaucoup de choses sur la situation médicale d'un patient, et ça peut être armé le développement de méthodes de pilotage par les données, comme dans le champ du diabète ou dans le champ de l'insuffisance rénale chronique. Ce sont deux thématiques sur lesquelles, comme vous le savez, le gouvernement a engagé une bascule vers des modes de financement au parcours dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Donc voilà, encore une fois, sans chercher à être exhaustif, je voulais vous donner ces quelques petits spotlights pour que vous compreniez qu'on est vraiment déjà dans des choses réelles, avec un vrai enjeu de bien calibrer la régulation. Si on vient sur les sujets éthiques, évidemment, à la base de tout ça, il y a le big data, notion que vous avez déjà entendue et qui apparaît qui est claire opérationnellement. Pour faire tourner tous ces algorithmes, il faut collecter des données. Le cas échéant, il y a des objets connectés. C'est clair juridiquement. Vous avez vécu dans vos structures en 2018 les joies de la transposition du règlement général sur la protection des données européen, et vous avez mesuré concrètement que la France et aujourd'hui l'Europe sont aujourd'hui le lieu au monde où les données de santé sont les plus protégées juridiquement, puisque le RGPD vient s'ajouter à des normes préexistantes comme la protection du secret médical. Et puis c'est clair, en termes de santé publique, on va faire tout ça pour améliorer l'efficacité et l'efficience du système. Mais comme tout ce qui est clair en apparence, en réalité, c'est un peu plus complexe. Et le big data, c'est une notion non neutre. Vous l'avez tous mesuré. Elle a des supporters, elle a des opposants. C'est donc une notion un peu suspecte. Et en fait, vous avez tous aussi compris que les choses sont plus discriminées en pratique. Les données de santé ne se valent pas toutes. Contrairement à ce que peut laisser penser le RGPD et ce que peut laisser penser l'idée de big data. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. Et il y a un intérêt bien compris, partagé beaucoup plus largement pour améliorer l'efficacité du système, les données de santé courantes, et sans doute à mieux protéger les données plus sensibles, qui sont en petit nombre, mais qu'il faut bien identifier, comme les données génétiques. Ce que d'ailleurs le législateur bioéthique n'ignorait pas, puisque dès 1994, il a défini un statut plus protecteur pour les données génomiques. Alors, comment ça se passe plus concrètement ? Monsieur Porte me pardonnera cette métaphore biologique pas très techno, mais c'est pour vous faire prendre conscience de ce que en fait la nature a inventé l'intelligence artificielle avant nous. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est pas un brocoli qui aurait eu des problèmes gastriques, c'est un blob. Alors on peut en faire un petit sondage Monceau. Qui sait ce que c'est un blob ? Ah, madame en rouge là-bas, vous allez vous lever, vous allez nous expliquer ce que c'est un blob. Si, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ah, il ne fallait pas lever la main. Parlez bien fort. On va vous amener un micro. Peut-être Aurélien Duthier qui est à côté de vous. Sur votre droite, il y a des micros c'était pas avec prévu. Camille. Voilà. Voilà. Préparez votre... Comme ça laisse le temps à la fameuse dame en rouge de déguiser un peu. Je confirme qu'il n'y a aucun anti-sèche ni aucun iPhone qui circule. Madame va répondre vraiment sur la définition du blob. C'est un organisme vivant qui peut s'étendre énormément. Et après, je ne connais pas précisément ce que c'est. Et c'est déjà très bien sous vos applaudissements. En fait, c'est exactement ça. C'est la plus grande créature unicellulaire connue. C'est une espèce de champignon géant qui peut atteindre plusieurs mètres et dont le but dans la vie, c'est de s'étendre. Et donc, en fait, pour s'étendre, il traite des données. C'est un algorithme de traitement de données.
Et sur son parcours, il rencontre parfois des choses qu'il déteste, c'est le sel, un terrain salé. Et quand le blob rencontre un terrain salé, il s'en souvient, il apprend et il l'évite la fois d'après. C'est un algorithme qui apprend, ce qu'on appelle en IA un algorithme de machine learning. Et quand un blob qui a appris rencontre sur son parcours un blob qui n'a pas appris, la chercheuse toulousaine Audrey Dussoutour nous enseigne que les deux peuvent se toucher, ils font comme un réseau de neurones, ce qu'on appelle en IA le deep learning, des algorithmes qui conjuguent leurs efforts pour renforcer leur puissance de calcul, et le blob qui a appris peut transmettre son patrimoine d'apprentissage à celui qui n'a pas appris, ce qu'on appelle en IA le transfer learning. Donc, vous voyez, tout y est, algorithme de traitement de données, machine learning, deep learning, transfer learning. La nature a inventé l'IA bien avant nous. Et ce qui est vertigineux, c'est que en fait, cette idée que des programmes d'intelligence artificielle peuvent produire au bout d'un certain temps de traitement de données une meilleure version d'eux-mêmes, ce qu'on appelle l'IA apprenante, le machine learning. Les concepteurs de ça, il y a une trentaine d'années, oui, c'est pas nouveau, John Holland, David Goldberg, quand ils repèrent cette notion, n'ont pas de concept en informatique pour décrire ce qu'ils voient. Et donc du coup, ils font un emprunt complètement métaphorique à la génétique. Ils disent le code informatique 0,1, c'est un peu comme des gènes. Et un algorithme qui se transforme, ce serait un peu comme une mutation génétique de l'algorithme. C'est pour ça qu'ils parlent d'algorithmique génétique, sans avoir la moindre idée à l'époque de là où on en serait en 2019, c'est-à-dire le moment où l'algorithmique génétique s'applique à la donnée génétique elle-même. Et donc, vous voyez, la boucle est bouclée, on part du vivant pour y revenir, et c'est ça la frontière aujourd'hui de l'IA en santé. Quand on parle d'enjeux éthiques, on a tous évidemment derrière la tête des images de science-fiction. Là, je vous ai mis l'image de Matrix. Et vous avez remarqué souvent dans Terminator ou Matrix, souvent l'IA ne nous veut pas du bien, voire les robots veulent tous nous exterminer. Mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. En général, l'explication est assez légère sur le pourquoi du comment. Et vous avez tous assez spontanément compris que c'était beaucoup plus une projection de nos propres craintes face à la technologie qu'une analyse rationnelle des risques. On a essayé de qualifier les risques éthiques avec le comité d'éthique et on en a défini 3, 1 à terme et 2 plus immédiats, et cette typologie a été relayée. Le risque à terme, c'est qu'est-ce qui se passe pour les responsabilités des professionnels. Et là, il faut vous délivrer un message plutôt rassurant, c'est qu'aujourd'hui, le droit permet de couvrir la totalité des cas de dommages constatés liés à l'usage de robots ou de machines. Il y a 2 régimes qui se combinent très bien, 2 régimes anciens. D'abord, ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses, vieux régime de droit français, qui dit que le responsable, c'est le gardien de la chose, celui qui en a la maîtrise. Et ici, en santé, ce sera le professionnel libéral ou son assureur quand on est en ville, le directeur de l'établissement ou son assureur quand on est en contexte hospitalier. Sauf dans un cas, le cas où la machine déconne, la dysfonction, la défectuosité du produit. Et là s'applique le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issu d'une directive communautaire de 1985, transposée dans une loi française de mai 1998. Et là, en cas de dysfonction de l'algorithme, le responsable, c'est le producteur de l'IA. Vous voyez, responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait des produits défectueux, les 2 régimes se combinent très bien pour couvrir la totalité des cas de sinistralité constatés. Et à vrai dire, ce n'est pas très étonnant que le droit se soit adapté à ça, parce que ce n'est pas du tout d'aujourd'hui qu'on a eu l'idée d'avoir recours à des algorithmes pour s'occuper de notre santé. Si vous ne la connaissez pas, je vous présente Elisa, qui est un des premiers chatbots, un des premiers agents conversationnels de l'histoire, qui a été écrit par un algorithmicien américain d'origine autrichienne qui s'appelle Weizenbaum, et qui en fait fait une expérience, alors que vous jugerez peut-être plus tout à fait politiquement correct aujourd'hui. Donc il prend un groupe de 100 dépressifs, que vous n'êtes pas du tout, puisque vous êtes à l'espace éthique des Pays de la Loire, mais représentez-vous ça un instant. Et il dit au groupe de 100, vous allez discuter avec le chatbot Elisa, qui est une psychiatre. Et donc vous avez le sous-groupe A qui discute avec une vraie psychiatre derrière l'écran d'ordinateur, et le sous-groupe B qui discute avec un chatbot. Alors c'est évidemment pas l'IA apprenante, là c'est des réponses préenregistrées sur le mode « comment ça va ?» C'est très intéressant ce que vous dites, pourriez-vous aller plus loin ? Je n'ai pas tout compris, pourriez-vous préciser ? Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et demande est-ce que ça vous a fait du bien ? Et le taux de satisfaction est équivalent entre le groupe A et le groupe B. Donc ça nous enseigne la modestie, ça nous montre que tout ça n'est pas récent et qu'en fait tout est bien couvert par le droit actuel. Tout est bien couvert sauf un point. Maintenant que vous êtes des spécialistes des champignons auto-apprenants, vous avez compris qu'il y a un degré de transformation du blob ou un degré de transformation de l'algorithme
au-delà duquel finalement l'algorithme ne finit plus que ressembler que très très lointainement à sa version initiale. C'est tellement transformé qu'il a pris une forme différente tout en restant assujetti à sa programmation initiale. Et c'est là où peut jouer une clause exonératoire de la responsabilité du producteur, même en cas de dysfonction de la machine. Cette clause exonératoire, c'est ce qu'on appelle le risque de développement, qui se définit comme un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et le producteur d'algorithme dira, voilà, l'algorithme s'est tellement transformé que je ne pouvais pas l'anticiper. Et qu'est-ce qui se passera ? Il se passera simplement que la victime du dommage ne sera pas indemnisée. Est-ce que ça correspond à des dommages aujourd'hui constatés ? La réponse est non. Est-ce que ça peut correspondre demain à des dommages constatés ? La réponse est oui, et certainement massivement, vu les rythmes de déploiement de l'IA en santé. Mais la recommandation un peu forte qu'on a faite avec le comité d'éthique était de ne pas, évidemment, traiter cette question dans la loi de bioéthique de 2019. Si on voulait créer un régime franco-français d'indemnisation du dommage de machine learning pur, on établirait un repoussoir formidable au développement de l'IA en France. La préconisation est plutôt de traiter la question au niveau européen sous la forme d'un régime de responsabilité sans faute. Donc, question plutôt à terme, plutôt un message rassurant sur l'avenir de vos responsabilités, mais deux questions éthiques de court terme. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler les risques de délégation. Vous voyez, des questions qui se posent tout de suite, et vous comprenez ça très intuitivement. La délégation de la décision médicale, je suis médecin de première ligne, l'IA me propose une solution recommandée à 99,9% de force et assis sur des centaines de milliers de cas. Le risque, c'est que mon esprit critique disparaisse et que je devienne un médecin presse-bouton. Mais le risque vaut aussi pour le patient. Et là, c'est le risque de délégation du consentement, exactement comme moi le soir quand je regarde Netflix à la télé. Alors, faisons un petit sondage aujourd'hui des Pays de la Loire. Qui a Netflix dans les Pays de la Loire? Levez la main. N'ayez pas peur. Bon taux de pénétration. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je suis, peut-être comme vous, un consommateur heureux. Et je suis d'autant plus heureux que je ne regarde que les séries recommandées à 98% par l'IA adossée à Netflix. Et que plus j'en regarde, plus l'IA me connaît, et plus elle finit par savoir ce que je veux voir avant que je le sache moi-même. Donc vous avez compris le process, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais je finis par ne plus dire non, et ma satisfaction est massivement croissante. Et plus je suis content, moins je dis non. Vous voyez, c'est un process de satisfaction émolliente. Et cette dynamique-là est exactement à l'œuvre dans l'IA appliquée à la santé, avec le risque d'une évaporation progressive de notre capacité à consentir effectivement aux soins. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième, peut-être un petit peu plus subtil, c'est l'idée d'une mise en tension possible entre l'individu et le collectif. Vous connaissez les lois d'Asimov sur la robotique, c'est une loi de science-fiction écrite en 1942, où Asimov dit notamment qu'un robot ne peut pas porter atteinte ou ne doit pas pouvoir porter atteinte à un intervenant humain. Sauf que quand Asimov écrit ça, il est 10 ans avant que Turing et Minsky posent les concepts de l'IA, et donc il ne peut concevoir le robot et l'intervenant humain que comme deux individus très identifiables. Et vous avez bien compris maintenant, et vous le verrez encore mieux avec Vincent dans un instant, que l'IA, c'est pas ça. C'est en fait un ensemble de données à partir desquelles un programme informatique va préconiser des décisions ou prendre des décisions à partir de calculs de probabilité mathématiques. Et donc, arrivera possiblement des situations dans lesquelles ces décisions, ces prises de décision pourraient être très bonnes dans l'intérêt du plus grand nombre, mais défavorables à l'intérêt d'un individu ou de quelques-uns. Ce sera très concrètement la situation de cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt de l'amélioration de la prise en charge du plus grand nombre. Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique ? C'est une vraie question, hein. C'est de l'éthique collective, mais de l'absence d'éthique individuelle. Vous voyez que ça interroge le système. Alors c'est ce que j'essaie de décrire dans ce petit cas d'anticipation. Merci d'avoir mis ce petit bouquin à l'honneur. Et je me permets un petit message de reconnaissance appuyée, parce que une des premières fois que je l'ai présenté il y a un an, c'était au Salon du Livre du Mans. Donc du Mans au Mans, là aussi la boucle est bouclée. En fait, c'est un cas qui est dérivé d'une expérience qu'on a vécue avec les professionnels du CHU de La Réunion, fin 2014, où on avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola très compliqué pendant 5 jours. Ou pour vous le dire sur un mode à peu près politiquement correct, j'avais pas considéré que les positions prises par le ministère au fil de la gestion de crise
était marquée du sceau d'une constante rationalité. Ça vous va? C'est bon? C'est politiquement correct? Ça va? Bon. Et donc du coup, je me suis demandé après, est-ce que ça aurait été mieux géré si notre interlocutrice, ça avait été une IA? Et donc vous voyez bien le sujet. Donc là, le CASARA transpose la situation à Paris en 2025. Et vous voyez bien qu'il existe un point de tension possible entre l'intérêt de la population dans un périmètre de quarantaine établi pour gérer le risque épidémique et l'intérêt du reste du monde. Et l'IA prendra peut-être des décisions que nous ne prendrions pas dans notre propre rationnel éthique humain. Vous voyez le point de tension individu-collectif. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Plus d'efficacité peut-être, mais au prix d'effets retours péjoratifs pour un petit groupe d'individus. Un petit mot très vite, parce que le temps tourne, sur qu'est-ce que tout ça percute en termes d'impact RH, d'impact sur les métiers de la santé. Jusqu'ici, le matériau d'études était très fragmentaire. Vous aviez à peu près des études dans tous les sens, certaines annonçant des suppressions de postes massives, d'autres des créations d'emplois mirifiques avec des assistants de vie virtuels qui allaient se déployer dans tous les établissements de santé pour vous aider. En général, il fallait voir qui avait financé l'étude pour en prédéterminer le sens. Néanmoins, je vous renvoie au rapport qui est sorti en même temps que le rapport Villani, qui est passé un petit peu plus inaperçu, mais un rapport de France Stratégie sur l'impact de l'IA sur les organisations de travail, qui donne une analyse transverse. Et puis, à ce qu'on a sorti avec l'Institut Montaigne en début d'année, c'est accessible en ligne, où on a relativisé 2 préjugés. Le premier préjugé, c'est en gros le radiologue, espèce en voie de disparition. L'idée qu'en fait, toutes les spécialités médicales utilisant de l'image seraient vouées à l'extinction. En fait, on ne le croit pas, ou plutôt on n'en a pas d'évidence empirique, peut-être à l'exception, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, de l'anatomopathologie, pour lequel on a là déjà atteint à la fois un stade d'automatisation, mais aussi de dépression de la démographie médicale, qui laisse penser que la spécialité disparaîtra assez vite ou sera réallouée dans d'autres compartiments. Pour les autres disciplines, ce n'est pas notre conclusion, parce qu'il y a de l'incertitude technologique, d'une part, parce que d'autre part, il y a un mouvement de shift des radiologues vers une activité plus interventionnelle, au-delà du seul diagnostic d'image, et parce que, troisième point, on ne peut pas conclure en fait à ce qui va se passer, parce qu'il faut aussi regarder, c'est assez peu vu dans le débat public, ce qui arrivera pour les professions paramédicales adjacentes. L'avenir des radiologues peut s'écrire très différemment, suivant que l'on étend ou pas le périmètre des délégations de compétences aux manip radio. Et c'est plutôt pas ce qu'on observe. Aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement, je vous dis, shift des radiologues vers l'interventionnel et déploiement de solutions de robotique qui viennent se substituer à certaines activités exercées par les manips, notamment l'aide au placement des patients sur les tables de scan. Donc, notre conclusion, c'est qu'on ne peut pas conclure sur les professions médicales et soignantes. Par contre, on peut le faire, et on a essayé de le faire, sur les fonctions support du soin. Tout ce qui ne concerne pas la relation soignant-soigné. RH, finance, logistique médico-technique. On a fait une analyse tâche par tâche du répertoire des métiers de la santé, avec 2 fourchettes, une fourchette basse et une fourchette haute, qui établit le potentiel d'emploi automatisable. Fourchette basse, 80 000 équivalents temps plein. Fourchette basse, 40 000, fourchette haute, 80 000. Ce qui est évidemment important en valeur absolue, mais ce qu'il faut mettre en comparaison du 1 300 000 emplois du secteur de la santé. Donc la recommandation, c'est, là c'est sans doute encore un angle mort du débat public, la question n'est pas encore suffisamment saisie par les pouvoirs publics. Engageons rapidement un vrai programme d'adaptation des emplois et des compétences pour essayer d'aller capter ce qui sont quand même des gains d'efficience possibles importants. Ça fait 500 millions d'euros d'équivalent masse salariale pour la fourchette basse sur une année, 1 milliard pour la fourchette haute. Et vous voyez, ce gain d'efficience-là peut être tout à fait redirigé vers le financement de l'innovation thérapeutique ou l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants, mais à condition d'accompagner les choses pour éviter des ajustements RH trop brutaux. Ça, c'est le premier préjugé. Le deuxième préjugé, il y a l'idée que l'IA concernerait d'abord les établissements innovants, comme ceux qui sont présents aujourd'hui. Et vous avez vu, les solutions que je vous ai présentées, c'est plutôt de l'IA de pointe. Mais vous avez à côté de ça ce qu'on pourrait appeler plutôt du prêt-à-porter de l'IA, porté par les GAFAM américains ou les BATX chinois, qui ne visent pas de l'excellence, mais qui visent à apporter des réponses satisfaisantes pour des besoins de santé courants. Et ça, ces outils-là ont une cible marketing plutôt dans les pays en développement, mais aussi dans les territoires de nos pays qui sont en pénurie de réponses médicales. Ces territoires dans lesquels le prêt-à-porter de médecine algorithmique sera meilleur que l'absence de réponse. Et vous voyez bien, là, si on regarde les logiques de dynamique de l'offre de soins, que l'IA peut aussi être utilisée de manière défensive
pour freiner à court terme la recomposition de plateaux techniques qui doivent être restructurés, avec le risque derrière de provoquer en fait des ajustements encore plus brutaux pour le personnel que ceux qu'on pensait pouvoir éviter. Alors comment est-ce qu'on régule ? On a porté début 2000, j'en termine par là. S'il me reste encore, on est dans le timing, c'est bon ? Ça dépend de vous. Pour le train, il est 10h17. Eh bien, c'est parfait. Quelques Donc, instants. il me reste 5 minutes et ce sera très bien. Donc, même, il m'en reste 13 minutes. Donc, c'est parfait. On va peut-être avoir une question encore si vous voulez. Donc, 5 clés de régulation qu'on a proposées qui sont reprises dans le projet de loi bioéthique, en tout cas dans l'esprit. La première clé, c'est, je me retourne parce que l'écran devant moi s'éteint, c'est l'information et le consentement du patient. Ce qu'on a proposé, c'est de dire que le droit actuel suffit, à condition, et ça a été repris dans le projet de loi, d'élargir le devoir d'information du médecin au patient, pour que le médecin informe le patient de ce que la proposition thérapeutique formulée est assise en réalité sur une recommandation d'IA. Voyez, on restitue une partie de l'autonomie de volonté du patient. La deuxième notion qui est plus nouvelle, et qui là devrait entrer dans notre droit, c'est l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Ça paraît abstrait, mais c'est très concret. C'est l'idée d'établir un certain degré de supervision de l'algorithme, non pas à chaque étape, sinon on bloque l'innovation, mais à des points critiques. Et en développant des outils plutôt de management qualité pour essayer de repérer ces points critiques. On en a proposé de 2 ordres, et vous allez voir, c'est très basique. En amont de l'application du traitement, l'idée d'une télémédecine de garantie humaine. Je suis médecin de première ligne, l'algorithme me propose une solution, j'ai un doute, ou je suis patient d'ailleurs, j'ai un doute par rapport à la proposition algorithmique, et j'appelle le professeur Miguel, je lui passe un coup de fil, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas sûr de mon coup sur ce truc-là, est-ce que tu pourrais revoir le sujet ? Vous voyez, c'est une manière de contrer le process de délégation de la décision médicale et de récupérer un peu de distance critique. Et ça entre complètement dans le droit actuel de la téléexpertise, et ça a une valeur économique depuis l'avenant numéro 6 de la Convention médicale de 2018. Il n'y a pas besoin de créer de droit pour faire ça. Deuxième outil, alors ça peut se porter à un niveau régional, peut-être d'ailleurs, ça peut être un projet pour l'espace éthique des Pays de la Loire, ou à l'échelle d'un CHU, mais il faut éviter de plaquer trop d'instances ou faire trop de construction institutionnelle. L'idée d'un collège de garantie humaine, en fait, c'est quelque chose qui est très dérivé de ce que vous connaissez bien, c'est la revue de cas pluridisciplinaire. Et en fait, on va constituer une instance avec des médecins, des soignants, des représentants des patients, et vous allez prendre tous les 2-3 mois 20 ou 30 dossiers traités par algorithme, soit à partir d'événements indésirables qui sont signalés, soit définis de manière aléatoire ou en fonction de facteurs de risque qu'on aura identifiés, et vous regardez a posteriori comment l'algorithme s'est comporté. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que l'IA reste, au fil de son développement de machine learning, sur une piste efficace médicalement et responsable éthiquement ? Est-ce que les risques éthiques qu'on a identifiés, délégation de décision, délégation de consentement, écrasement de l'individu au profit du collectif, est-ce que ces risques se matérialisent ? Et si c'est le cas, il y a des actions correctrices à mettre en place auprès des utilisateurs ou auprès du concepteur du programme. Vous voyez, on est dans une boucle de pilotage d'amélioration continue de la qualité à laquelle vous êtes bien habitués. La troisième clé, c'est pour sortir de cet effet abrasif du big data, mieux graduer le niveau de protection en fonction de la sensibilité des données. Et là, je me permettrai de vous envoyer ce qu'on a fait avec l'Institut hospitalo-universitaire de génétique Imagine de Paris. On a construit un projet de référentiel de bonne application de l'IA aux données génomiques à partir d'un travail mené pendant 6 mois avec les équipes d'Imagine. Et vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des démarches bottom-up à partir du terrain, à partir de cas d'usage, pour repérer les domaines dans lesquels il y aurait besoin de référentiels, de guidelines complémentaires pour mieux protéger des données plus sensibles. Et ça, c'est à vous de le déterminer, quels sont les points de sensibilité sur lesquels on a la nécessité de se doter de cadres complémentaires de régulation. L'accompagnement à l'adaptation des métiers, pour éviter de se retrouver dans la situation du petit dessin, et ça passe par une adaptation des dispositifs de formation initiale et continue. Ça avance un peu côté médical. La conférence des doyens a annoncé un module de formation à la médecine algorithmique pour le début du cursus dès l'an prochain. L'Agence nationale du développement professionnel continu a fait de l'IA une orientation prioritaire de DPC, ce sera validé au mois de septembre. La vérité est de reconnaître que ça avance un peu moins vite, voire moins vite, sur les formations paramédicales et managériales. Mais le fait que vous vous saisissiez du sujet là, dans une journée complète comme ça, dans une dimension pluridisciplinaire, est un vrai motif d'espoir sur ces questions. Et puis une supervision externe indépendante dont il faudra
vérifier les modalités, définir les modalités pour s'assurer de l'application des 4 premières clés. Donc vous voyez, c'est des principes très concrets avec en fait 2 inserts législatifs complémentaires, devoir d'info du médecin au patient sur l'IA et garantie humaine de l'IA, dont on découle une série de principes managériaux de pilotage qualité. Donc vous avez compris le message et je bats ma coulpe pour y avoir contribué pas mal dans d'autres fonctions. Nous sommes un pays qui a fait à de multiples reprises la démonstration de son génie national dans la production réglementaire. Mais là, sur le sujet de l'IA, on est plutôt dans un contexte déjà très protégé juridiquement sur le devoir de ne pas faire couler l'encre réglementaire abusivement, de se centrer sur des principes fondamentaux pour derrière faire passer un message clé qui est celui de la régulation positive de l'IA, mais aussi celui côté employeur de l'idée qu'adapter les salariés à la transformation digitale, c'est aussi une expression d'une responsabilité sociale d'entreprise, ce qu'on a appelé la RSE digitale. Et pour mettre ça en place, le temps est compté parce que l'innovation se développe vite ailleurs. Et là, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin parce que depuis aujourd'hui, en fait depuis hier, on peut dire qu'on a franchi une étape importante avec ce que l'on sait de l'avant-projet de loi bioéthique. Il faut maintenant aller au bout du processus. Mais vous avez bien compris le message, c'est que si on franchit positivement cette étape législative, après l'essentiel est à jouer, c'est celui du management du déploiement de l'IA pour accompagner l'IA, s'ouvrir à l'innovation, capter le potentiel d'avancée extraordinaire qu'elle ouvre et essayer de réguler les risques éthiques associés. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Gruson.